Voilà, Philippe, Philippe Moreau, donc tu peux partager ton écran. Donc Philippe Moreau est professeur à l'Institut des matériaux Jean Rouxel à l'Université de Nantes. Il enseigne la chimie inorganique et la microscopie électronique, en particulier les spectroscopies. Philippe Moreau est très impliqué au sein de la Société française des microscopies puisqu'il a présidé un de ses colloques bisannuels. Un de ses domaines de recherche privilégiés, c'est l'étude des matériaux de batterie au lithium, où il utilise la spectroscopie des électrons transmis, et c'est ce dont il va nous parler aujourd'hui. Philippe, tu as la parole. Merci. Merci Sylvie. Bonjour à tous. Moi, je vais continuer sur les batteries et plutôt sur l'aspect caractérisation de ces batteries. J'ai rassemblé un peu des résultats de différents contributeurs, essentiellement du groupe stockage et transformation électrochimique de l'énergie de l'IMN et aussi des ingénieurs qui ont participé à la caractérisation de ces batteries. Là, j'ai un exemple d'image qu'on peut faire grâce à la microscopie électronique. Et je voulais juste illustrer certains points qui me semblent importants quand on veut faire ce type de caractérisation de matériaux. Par exemple, déjà, il y a l'échelle, et donc la microscopie électronique est plutôt bien adaptée parce qu'on va réussir à visualiser des phénomènes qui se situent à des échelles inférieures au micromètre, souvent quelques nanomètres ou dizaines de nanomètres. Et Virginie en a déjà parlé, il y a pas mal de choses qui se passent à ces échelles-là. Il y a aussi l'importance de la résolution de l'instrumentation, je reviendrai un petit peu dessus. Il y a aussi la préparation de l'échantillon, hein. Ce sont des échantillons qui sont sensibles à différentes contraintes, comme le faisceau électronique en lui-même, mais aussi l'ambiance de l'atmosphère, l'eau, l'oxygène et différents éléments externes. Et puis, une image, c'est bien, mais en fait, il faut l'interpréter et on a besoin de savoir si les matériaux sont toujours cristallins ou ils sont devenus amorphes, l'orientation cristalline, un certain nombre de choses. Donc, on a besoin d'analyse structurale et d'analyse chimique, évidemment, puisque la chimie change au cours du cyclage des batteries. Et puis, on a toujours le problème quand on travaille sur une microscopie, eh bien, de savoir si c'est représentatif de l'échantillon globalement. Vous avez vu que les électrodes pouvaient avoir des tailles assez grandes lors de leur fabrication, plusieurs centaines de mètres, hein, c'est des rouleaux de centaines de mètres. Donc là, vous faites une image sur 10 micromètres. Est-ce que c'est représentatif ou pas? Donc, c'est le genre de questions qu'il faut toujours avoir à l'esprit. Je vais parler rapidement de ce qui est instrumentation, des informations structurales, hein. Ce sont quelques exemples que je vais donner. Je vais me concentrer sur l'extrême surface de certains matériaux, parce que, elle peut être importante, donc je vais donner un exemple de ça. Et puis revenir sur la SEI, hein. Virginie en a parlé de manière assez importante parce que c'est un problème crucial sur les négatives notamment. Je voudrais quand même mentionner que même si je vais parler de microscopie électronique, il faut coupler cette technique de caractérisation à d'autres techniques, hein, faire bien attention. Et puis, très rapidement, évoquer les aspects tridimensionnels, 3D, et puis l'opérando. Là, c'est un graphe qui illustre juste alors, ça part de la droite vers la gauche au niveau des années 2000 à 2024. Si on fait une recherche avec les mots-clés électron de macroscopie et batteries, on s'aperçoit qu'évidemment ça augmente. Je ne sais pas trop pourquoi ça sature, hein, enfin, peu importe. C'est juste le chiffre ici, il y a 1400 publis avec ces mots-clés-là par an.
Et en fait, là, c'est mots-clés uniquement dans l'abstract. Donc, il y en a beaucoup plus qui utilisent la microscopie électronique pour les batteries. Mais vous imaginez bien qu'avec 1400 publis par an, je ne vais pas faire quelque chose d'exhaustif. Donc, j'ai choisi de parler de ce qu'on a fait. Et on a fait quand même pas mal de choses. Donc, ça vous donne une petite idée des paramètres. Euh, alors, dans un premier temps, la microscopie électronique a besoin de microscopes, évidemment, et souvent assez cher, assez complexe. Donc, à Nantes, on a un microscope électronique en transmission. Très récent, 2018, donc qui permet de faire des expériences avec des transferts à l'abri de l'air, c'est très important, mais aussi à basse température, puisque ça permet de conserver éventuellement les matériaux dans leur état euh, originel, si on veut, suite à l'interaction avec le faisceau. Je vais revenir dessus. Mais bientôt, on va avoir aussi un porte-objet électrochimique qui va permettre de mettre des liquides dans le microscope et donc éventuellement voir ce qui se passe de manière opérando. Je voulais aussi mentionner qu'il y a besoin de détecteurs très spécifiques, très coûteux, pour observer ces échantillons qui ont des spécificités qui obligent à avoir les meilleurs détecteurs possibles pour bien les analyser. Alors, dans très peu de temps, on va avoir un porte-objet qui permet à la fois de faire le transfert à l'abri de l'air et de faire les mesures à basse température. Donc ça, ce sera a priori le premier en France qui va arriver. Juste pour vous donner un ordre de grandeur, le porte-objet, là, ce truc-là, c'est 120 000 euros. Donc on parle tout de suite au niveau chiffre, quelque chose d'assez important. On a aussi un instrument qui est ce qu'on appelle un FIB, Focus Time Beam, qui permet de focaliser les ions pour découper les échantillons un peu à façon, avec aussi un faisceau électronique qui va lui nous permettre de les observer. Et là aussi, on a un instrument un peu spécifique en Europe parce qu'on a en plus un spectromètre Raman qui permet de faire des analyses à l'intérieur du FIB, donc une méthode de caractérisation supplémentaire qui peut être appliquée sur les batteries. Et l'intérêt aussi, c'est qu'on va pouvoir faire ces analyses à basse température, donc ce qu'on appelle cryo, à basse température étant température de l'azote liquide à peu près. Et là aussi, on a des moyens de transférer l'échantillon à l'abri de l'air, donc plus spécifiquement donc, pour les batteries lithium ou sodium. Alors, je voulais aussi mentionner que on avait besoin de préparer les échantillons et des choses très spécifiques, et on utilise beaucoup un polisseur ionique, donc qui permet de découper les batteries en faisant des surfaces très propres, très nettes, comme ce que j'ai présenté juste avant. Alors, pour l'instant, on le fait avec des méthodes un peu particulières parce qu'on n'a pas le transfert à l'abri de l'air. Mais là, encore une fois, en juin, on va avoir ce polisseur ionique qui va nous permettre de faire les transferts à l'abri de l'air et de faire les découpes à basse température et donc de pouvoir faire ce type d'image sur des matériaux cyclés de manière pertinente. Alors, on a vraiment des matériaux qui ne sont pas simples, et c'est pour être gentil. Donc, dès qu'on va mettre un faisceau électronique sur le matériau, ben, on a forte chance de faire des trous. Là, on peut faire les trous de manière assez régulière. Alors, le but, c'était pas de faire des trous, évidemment, mais l'idée, c'est que ici, on voit bien qu'en faisant les analyses, eh ben, on peut créer du redépôt de lithium métal à certains endroits. Et donc, évidemment, il ne faut pas prendre ce lithium métal pour le lithium de la batterie. En fait, il n'y a pas du tout de lithium métal dans la batterie. Là, c'est un alliage lithium-silicium. Et donc, évidemment, il faut faire très attention à l'analyse qu'on va faire. Et donc, il y a tout un développement de compréhension, d'optimisation des protocoles. Alors, on travaille aussi sur des matériaux organiques, hein. Virginie en a pas parlé, mais il y a aussi des possibilités d'utiliser des matériaux organiques pour
fabriquer des batteries. Alors, ils n'ont pas forcément les bonnes performances, mais certaines applications. Et donc, là aussi, par exemple, on va travailler à basse température pour analyser ces matériaux. Alors, je me focalise sur la microscopie électronique qui a un certain nombre de problèmes, comme on le voit ici, mais il faut savoir que si on fait d'autres techniques de spectroscopie, comme l'XPS, donc qui utilise un faisceau de rayons X, eh bien, les faisceaux de rayons X aussi vont dégrader potentiellement les matériaux et produire du LIF. Ici, on va voir que c'est un des composants qui peut se former. Et donc, là aussi, on peut avoir ce type de problème. Donc, l'information à retenir, c'est qu'évidemment, on a une forte interaction avec des électrons avec la matière. Donc, ça, c'est intéressant parce que le signal va être assez fort. Mais évidemment, on peut dégrader l'échantillon. Et en tous les cas, c'est une information localisée. On va développer des protocoles et il faut utiliser des détecteurs adaptés, des protocoles et des détecteurs adaptés à ces matériaux-là. Donc, juste quelques exemples, je vais aller assez vite ici pour reparler, par exemple, des matériaux NMC 811, donc essentiellement du nickel, 80% de nickel dans les métaux de transition. Une thèse d'Angelica Loretta qui a été soutenue ici. Et donc, là, on peut analyser le dépôt de cette poudre sur une grille TEM, donc qui est faite d'une peau de carbone. Donc, on a le carbone, on a les différents composés, oxygène, nickel et autres. Là, c'était juste pour illustrer que on peut trouver à certains endroits une présence de magnésium. Donc, mettre en évidence certaines impuretés et éventuellement voir si ces impuretés sont dommageables ou pas au cyclage. Je voulais juste mentionner que là, l'acquisition nécessite 7 gigaoctets de données de stockage pour avoir une analyse à 3 nanomètres près. Hein. Donc, les analyses sont faites tous les 3 nanomètres. Donc, il y a la problématique, quand on fait ces analyses, de stockage des données, de traitement des données. Donc, il y a pas mal de problématiques liées à ça. Donc, on peut faire des analyses chimiques qui sont pas forcément extrêmement précises, mais qui peuvent être en concordance assez bonne quand même avec les compositions attendues. Hein. Donc là, normalement, il y a 80% de nickel, donc ça fait ce pourcentage au total. Et puis, les mêmes quantités de manganèse et de cobalt. On voit qu'on peut avoir ces compositions-là qui sont assez proches. Finalement, c'est assez difficile de savoir ça, c'est ce qui est attendu. Mais est-ce que localement, on n'a pas cette composition-là en réalité? C'est assez difficile de savoir qui a tort, qui a raison. Mais en tous les cas, il y a une bonne correspondance. Donc ça peut être intéressant quand même de vérifier la composition ici. Donc c'est utilisé, la microscopie électronique et la spectroscopie est utilisée pour ça, du coup. Alors, il y a des informations structurales. On peut utiliser des types d'imagerie, donc STEM HADF qui est très utilisé, qui a la simplification, la beauté de pouvoir s'interpréter assez simplement, qui est les points blancs, c'est des atomes ou des colonnes atomiques. Et donc là, on voit bien que il y a un agencement qui est bien respecté, si on veut, ici, mais en surface, c'est un contraste assez différent. Et donc, en fait, ça peut être lié à une transformation structurale entre une structure à la mêlée, une structure type spinel ou NaCl en surface, qui a des implications sur le cyclage. Et donc ça, évidemment, ça se voit qu'en microscopie électronique en transmission, puisqu'il faut une résolution de quelques nanomètres. Visualiser les choses avec une résolution meilleure que le nanomètre pour voir les atomes. Alors, on a fait la même chose ici à l'IMN. Hein, on voit que là, en fait, on a la même chose, mais sur juste l'extrême surface, où il y a juste un atome qui est venu se mettre en surface sur toute la longueur ici. Alors, le groupe, la partie du groupe qui travaille avec Thierry Brousse, travaille beaucoup sur les batteries de puissance. Donc ça, c'est une thématique qui est dans le RS2E.
Et donc là, sur ce composé-là, eh bien, vous voyez l'apport de la microscopie électronique en transmission pour bien vérifier les structures, voir qu'il y a certains défauts. On voit bien que le contraste n'est pas du tout pareil, il n'y a pas le même atome. Et donc, beaucoup d'applications sur différents types de composés. Alors, on peut avoir l'imagerie en direct, si on veut, dans l'espace direct, mais dans l'espace réciproque, on a aussi des informations, donc si on fait de la diffraction. Et là, on avait utilisé ça sur des batteries sodium ou des composés de batteries au sodium pour déterminer dans quelle direction était une substructure, donc pour ce composé-là. Et donc, ça nous a permis de précisément déterminer à cet endroit-là, eh bien, cet ordonnancement et interpréter après, grâce au rayon X, eh bien, donner une structure à ce composé-là qui n'était pas connu précédemment, dont la structure, en tous les cas, n'était pas connue. Donc, peut-être assez rapidement sur l'utilisation très très fine d'une spectroscopie de perte d'énergie des électrons qui est faite dans un microscope électronique en transmission. On va pouvoir analyser très localement l'état de surface du composé. Donc là, c'est encore un composé type NMC 811. Et on s'aperçoit que les spectres qui sont mesurés en surface et à l'intérieur du grain sont notablement différents. Notamment là, pour le nickel, on s'aperçoit qu'il y a une différence d'intensité. Cette différence d'intensité, ici, comme elle est plus importante à basse énergie qu'à haute énergie, en fait, ça veut dire que le nickel, il est réduit en surface. Donc, la partie orange ici veut dire qu'on a du nickel réduit. Ce qui n'est pas forcément évident comme ça, puisque la surface, on pourrait imaginer qu'elle soit plus oxydée, mais on a plutôt du nickel 2 plus en surface, alors que le nickel plutôt 3 plus à l'intérieur. Et ça, en fait, c'est dès la production en fait, du matériau, puisque on travaillait avec un fabricant de ce type de matériaux qui s'appelle Umicore, et donc ça permettait de montrer que même dès la synthèse, il y avait déjà un petit problème au départ de la synthèse. Alors ça peut être aussi étudié au niveau du seuil de l'oxygène, donc regarder l'oxygène aussi et interpréter les différences de structure électronique qui vont expliquer ces changements ici à ces fins. Et donc évaluer l'épaisseur de cette couche. Alors on peut aller un petit peu plus loin et mettre en place des méthodes d'analyse assez fines de manière à pouvoir quantifier localement les différents éléments. Donc, c'est une méthode de seconde différence. Et ça va nous permettre de regarder la composition à l'intérieur du grain, donc qui est la composition attendue, donc là, qui est en pointillé ici. Donc ça marche bien ici pour les deux rapports de composition qu'on fait. Mais on s'aperçoit qu'à la surface, eh bien, ici, le rapport manganèse sur nickel, eh bien, il monte énormément. Il n'est pas du tout celui qui est attendu à l'intérieur du composé. Donc, en fait, il y a un excès de manganèse à la surface. Et vous voyez que ça, c'est sur quelques nanomètres. En fait, ça, ce n'était pas forcément attendu. Ça a été confirmé par d'autres techniques. Et ça permet d'expliquer ou de moduler la synthèse, puisque quand on fait une synthèse avec un taux de lithium sur une étoile de transition relativement bas, eh bien, on va avoir effectivement cette montée de la composition manganèse sur nickel qui est assez notable. Et puis, quand on change ce rapport, eh bien, vous voyez que ça va changer cette composition en surface. Et donc, ça peut aider à la synthèse, à l'optimisation de la synthèse, puisque clairement, la composition de surface va jouer sur les propriétés électrochimiques de la positive. Alors là, on va parler un peu de négative et de la SEI, donc Solid Electrolyte Interface, pour un mixte, donc c'est un mélange, un blend de silicium et de graphite. Donc ça, c'est une image, mais évidemment, qui est le silicium, qui est le graphite?
On peut avoir une petite idée, parce que le graphite, c'est plutôt aimé, hein, ces trucs-là. Mais où est la SEI? Est-ce que ce truc flou, c'est du graphite pas très bien cristallisé Donc, c'est assez difficile. Donc, il faut développer un peu des méthodes d'analyse. Euh, alors, on va utiliser par exemple la spectroscopie EDX, qui est en mesurant les rayons X, l'intensité des rayons X émis, eh bien, on va pouvoir déterminer le type d'élément qu'il y a localement. Et donc là, on a pris un exemple de deux grains de silicium. Il y a un grain de silicium ici, un grain de silicium là, et on fait une trace de la composition chimique entre ces deux grains. Et donc le silicium, c'est en bleu ici, donc ça dit bien qu'il y a du silicium ici et puis du silicium ici, hein, en bleu. Mais entre les deux, eh bien, on a beaucoup d'oxygène. Alors ça, c'est normal. Le polymère qu'on utilise, c'est un acide polyacrylique, donc il y a de l'oxygène. Et puis, on a aussi, bah, évidemment, le carbone, mais on utilise du zinc. Parce que c'est un polymère de coordination en fait qu'on a utilisé, et ce zinc sert à la coordination, et il se trouve bien où est le polymère, et qui fait bien le lien entre les deux particules de silicium. Donc ça, c'est une démonstration de l'aspect liant et de l'efficacité de ce liant polymère. Alors, on a aussi la possibilité de regarder autour d'un grain de silicium. Donc, vous voyez, le grain de silicium, c'est ça. Et en fait, tout la SEI et autour du silicium fait quelque chose, un magma un peu infâme ici. Alors, il y a beaucoup de composés, mais ce qui nous permet de voir que finalement, la SEI un peu classique qui se forme, qui est composée souvent de fluor, eh ben, elle entoure le grain de silicium ici, mais elle ne se dépose pas à l'endroit où il y a le polymère. Donc, le polymère pourrait avoir un rôle de couche de passivation aussi. Et donc ça, c'est visualisé à des échelles de quelques dizaines, quelques centaines de millimètres. Alors, on peut utiliser la spectroscopie de perte d'énergie des électrons pour faire une cartographie de phase. Donc, mettre en place des protocoles qui nous permettent pour chaque pixel analysé, de dire ben, quelle est la proportion de phase dans ce pixel. Donc, on utilise des spectres de référence de LIF, du polymère, du graphite, du silicium. Et avec ces spectres de référence, on peut fitter le spectre expérimental pour chaque pixel ici dans l'image, et donc avoir ces cartographies en fonction du pourcentage de chaque phase. Donc, je viens mentionner que ce n'est pas évident à faire, hein. Vous maîtrisez les intensités, sinon on dégrade complètement le matériau, et travailler avec des doses très très faibles. Donc ça nous permet de suivre en fonction eh bien, du cyclage ou de la façon dont on fait les électrodes. Donc on peut faire les électrodes à différents pH, hein, puisqu'on va les faire éventuellement euh, à, sous, par des procédés aqueux. Donc, on peut fixer le pH à 2,5 ou à 4, et on va avoir des choses éventuellement différentes, avec des dépôts de LIF, des formations de LIF qui ne vont pas être du même type en fonction des conditions de fabrication des électrodes. Et donc, on peut suivre ça en fonction du cyclage. Donc, on peut aller jusqu'à 100 cycles. Alors, vous voyez que le silicium, c'est ce qui est en rouge, hein, le silicium, le polymère, il est en bleu, et puis le LIF, il est en vert. Eh bien, le silicium devient complètement différent de ce qu'il était initialement, où c'était des particules relativement grosses, de plusieurs centaines de nanomètres. Et on peut suivre, grâce à une méthode de quantification qu'on a développée en utilisant l'épaisseur de l'échantillon qu'on peut mesurer très localement, eh bien, en rajoutant l'épaisseur, ben, on va avoir une proportion volumique. Et donc, vous voyez que là, à ce moment-là, on va pouvoir suivre les proportions de chaque élément, de chaque phase, excusez-moi, et donc montrer ben, qu'on a de plus en plus de LIF, et on forme énormément de LIF. Alors, voilà, on a utilisé un électrolyte un peu spécifique qui effectivement forme beaucoup de LIF, mais là, on a pu avoir des choses quantitatives jusqu'à une centaine de cycles. Virginie vous a parlé un peu des développements sur les électrolytes solides pour faire des batteries dites tout solides.
Donc, on travaille un peu dessus aussi, un peu plus récemment. Donc, on peut faire les analyses chimiques de ces électrolytes. Alors là, je voulais mentionner que ces électrolytes sont quand même aussi assez complexes à étudier, puisque, en fait, si on regarde le composé, les particules ici, donc, qui ont été transférées à l'abri de l'air, mais si on les expose 3 minutes à l'air, puis on les réanalyse, ben voilà, c'est ce qu'on a là. C'est la même échelle, hein. En fait, il y a une extrêmement grosse réaction, et donc là, on retrouve bien ces particules, hein, c'est bien le même endroit. Donc, dans le microscope, on a un moyen de revenir exactement au même endroit, même si on a sorti le porte-objet et on le remet. On voit que, bah, en fait, c'est un nouvel ingrédient, mais qui ne va pas simplifier la vie des analyses et probablement aussi des batteries tout solides globalement. Je voulais, oui, déjà 2h05, mais je vais juste rapidement vous mentionner que ben, c'est une aide assez importante. Alors, c'est une publication assez récente ici de collègues du groupe, hein, qui ont développé une méthode pour bien mesurer les épaisseurs des échantillons, des électrodes, excusez-moi, au cours du cyclage, où Virginie vous en a parlé, hein, les changements de volume sont très dommageables. Et donc là, dans ces électrodes d'oxyde de silicium et de graphite, eh bien, c'est quelque chose qu'il faut suivre de manière très précise. Alors, si on le fait en mettant certains protocoles en place, ben c'est bien, mais on ne peut pas analyser chimiquement, puisque là, par exemple, les électrons ont été lavés pour pouvoir faire ça. Donc, on a utilisé le FIB, donc l'appareil dont je vous ai parlé précédemment, pour faire une découpe qui va permettre de faire le transfert à l'abri de l'air et de faire la découpe sans problème d'oxydation ou de réaction avec l'eau de la vapeur d'eau qui est présente dans l'air. Et donc, à ce moment-là, on va pouvoir analyser localement la SEI qui serait formée au cours du cyclage. Et donc, bah, on va pouvoir faire de l'analyse chimique localement pour identifier où est le carbone, où est le silicium, ou l'oxyde de silicium. Et puis, on retrouve encore ce fluor qui va se déposer à la fois sur le silicium, sur l'oxyde de silicium, et sur le carbone, sur le graphite. Et puis analyser très précisément eh bien, comment est la SEI, ben, à la fois sur l'oxyde de silicium et sur le graphite. Et donc visualiser chimiquement les différences entre ces deux types de SEI qui ne vont pas avoir la même chimie, la même proportion des différents éléments, et puis pas la même épaisseur éventuellement. Donc ça aussi, c'est une étude très importante, assez récente, qui a été mise au point au laboratoire par Clément Messonnier, qui est en thèse. Voilà. Et puis là, juste très rapidement, parce que je trouve ça assez joli, c'est que en fait, on peut très précisément analyser, comme je vous l'ai dit, chaque pixel ici dans une électrode qui a cyclé longtemps et s'apercevoir que eh bien, la couleur ici a montré que en fait, on peut déterminer la teneur en lithium très localement dans l'alliage LiX SI. Et quand on est bleu, ben, on a à peu près 1,5 lithium ou X égale 1,5, 1,7 à peu près. Et puis quand on est un peu plus orange, là on est plutôt à 1. Et donc vous apercevez que ben, il y a du lithium qui est resté coincé dans les cœurs de ces nanophiles ici, qui se forment après des cyclages, des dizaines, voire des centaines de cyclages. Et donc on perd du lithium. Donc on explique les pertes de capacité parce qu'il y a du lithium qui reste coincé en fait dans l'électrode négative ici et qui ne sert plus au cyclage. Juste très rapidement pour mentionner qu'il faut coupler toutes ces techniques de microscopie avec d'autres techniques. Donc là, on couple beaucoup avec la RMN, notamment avec Nicolas Dupré, qui est spécialiste de RMN, qui nous permet de visualiser, enfin, d'avoir un modèle de la SEI plus global, puisque à la microscopie, on regarde vraiment à des échelles très nanométriques, très locales et peut-être pas très représentatives. Et donc, en couplant avec la RMN ou d'autres techniques comme l'XPS, eh bien, on peut éviter l'effet un peu loupe de la microscopie.
Alors, on peut utiliser d'autres techniques comme des tests mécaniques hein, et vérifier les propriétés mécaniques et évidemment coupler tout ça à l'électrochimie. Hein. Donc, est-ce que le coating qu'on rajoute d'aluminium, enfin, composé avec de l'aluminium en surface, c'est quoi l'influence sur l'électrochimie? Deux derniers transparents, bon, je vais mettre ça en route, ça prend un petit moment, sur le fait que on va découper les électrodes, mais c'est un aspect bidimensionnel. Et donc, évidemment, les électrodes, c'est tridimensionnel comme objet. Et donc, ce qu'on peut faire avec le film, c'est faire une coupe et puis prendre une image, refaire une coupe, reprendre une image, et donc avoir un stack d'images, un empilement d'images. Et cet empilement d'images peut nous servir à avoir une visualisation tridimensionnelle. Alors, c'est joli, on peut se balader dedans, enfin voilà. Mais surtout, ça nous permet d'extraire des paramètres comme la porosité, la tortuosité, qui ont des influences importantes sur les propriétés électrochimiques, et donc avoir des statistiques volumiques et non pas uniquement simplement 2D. Alors, il y a les aspects 3D qui sont importants, mais les aspects aussi opérando. Donc, voir ce qui se passe en cours de fonctionnement dans un microscope électronique en transmission. Donc, c'est pas très simple. Ça a un peu été fait au début en 2012. Enfin, c'est les premières manips assez jolies ici qui permettent de visualiser ce qui se passe dans le microscope lors de l'insertion de lithium dans le silicium, par exemple. Donc, on a un porte-objet qui permet de faire ça à l'IMN. Donc, on a ici un exemple de ce qu'on a essayé de faire. Donc là, c'est la pointe qui va permettre le contact électrique sur des nanocristaux hein, de FePO4, donc phosphate de fer. Et le but est d'insérer le sodium très localement. C'est pas très simple, on va dire que c'est très challenging, mais voilà, c'est des choses qu'ils essaient de développer et faire un petit retour finalement vers le LRCS qui depuis très longtemps développe des méthodes pour faire de l'opérando, alors notamment dans le microscope électronique à balayage. Là, c'est assez récemment avec des développements avec Karine Davoine. Et donc, pour observer sur des batteries tout solides, par exemple, ce qui se passe lors du cyclage et notamment visualiser les dendrites qui poussent lors de ce cyclage. Et donc, ça, c'est fait en microscopie, dans un microscope électronique par application d'un courant et visualisation. Vous voyez que c'est pas simple de ce qui se passe. On voit des espèces un peu globulaires qui se forment, ou cylindriques ou autres. Donc, il y a beaucoup de potentiel, mais pas simple et des protocoles à développer. Voilà, donc je vais finir là pour dire que quand même la microscopie électronique joue un rôle important depuis pas mal de temps dans l'étude des matériaux, la caractérisation. C'est souvent une technique qui est un peu exclusive, il y a un peu qu'elle qui peut donner certaines réponses. Il y a elle est quand même délicate, mais il y a quand même de gros potentiels, notamment avec les développements 3D Operando. Et puis, je voudrais remercier, comme c'est une technique, tous les ingénieurs qui est sur le pôle sur la plateforme de microscopie électronique de l'IMN, donc ils sont 5. Hein. Alors, ils ne travaillent pas tous sur les batteries, ils travaillent pour tout l'IMN, mais ils ont une forte contribution sur les aspects de développement de batterie, puis tout le groupe ST2E. Voilà, et merci pour votre attention. Merci Philippe pour cette présentation. Donc, très belle détermination de structures complexes hein, sur des matériaux un peu sensibles, voire beaucoup sensibles. On n'a pas trop le temps de poser des questions. Est-ce qu'il y en a une question quand même? Non. Bon, moi j'avais une question quand même. Quel va être l'apport de la basse température sur ces déterminations, sur ces expériences? Alors, le problème de la basse température, c'est qu'on ne peut plus faire d'opérando et c'est évidemment pas à basse température que les batteries existent véritablement. Donc, en fait, le but, c'est que la plupart du temps, ce sont des réactions chimiques qui sont activées thermiquement. Et donc, en étant à basse température, on va limiter fortement la réactivité sous le faisceau électronique.
Donc, c'est D'accord. le principe d'Arrhenius, hein, en fait. Alors, ça marche pour certaines réactions, mais il y a pas mal de réactions qui sont pas dépendantes de la température, notamment simplement les chocs entre les électrons et le lithium, par exemple. On peut diminuer la température, ça va pas faire grand-chose sur la capacité à analyser. Donc, il y a certaines choses, ça va améliorer beaucoup. Dans d'autres cas, ça va pas changer énormément de choses. Bien, bien. Bon, bah, merci. Merci à vous deux. Merci à Virginie. Merci à Philippe. Merci Donc, à vous. pour ceux qui sont encore là, Merci. je vous informe que le prochain webinaire aura lieu le 20 juin. Il portera sur les matériaux carbonés en relation avec la toxicité et ce sera avec Emmanuel Flao et Raoul Arénal. Donc, merci à tous d'avoir participé à ce webinaire.